Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être avec Johan, coach et consultant business. Ça me fait très plaisir de t'interviewer aujourd'hui. J'ai envie qu'on aborde plusieurs thématiques, aussi bien sur ton expérience depuis le temps que tu es sur l'entrepreneuriat web. Je pense que tu as énormément de choses justement à nous apporter là-dessus. Et aussi, comme je te disais juste avant, une partie sur la procrastination et la créativité, qui sont, si je ne me trompe pas, des thématiques qui tiennent bien à cœur et sur lesquelles tu as énormément de choses, je pense, aussi à apporter. Pour démarrer, est-ce que tu peux, question très classique, te présenter, nous dire à qui tu t'adresses et c'est quoi, j'aime bien poser cette question-là, c'est quoi qui te fait lever le matin, c'est quoi qui te fait vibrer là en ce moment? Ok, donc moi j'ai lancé mon activité pendant que j'étais encore étudiant. Donc bon, je sais pas si je fais la version longue ou la version courte. Je vais essayer de condenser un peu. Mais l'idée c'est que à la base j'ai commencé en école d'ingénieur. Après j'ai fini en école de commerce parce que ça me plaisait pas trop. Et je me suis endetté de 30 000 euros pour payer l'école. Et on me promettait que bah, si je faisais l'école de commerce et que je faisais tout bien comme il faut, j'aurais un super travail, j'allais rembourser le prêt, tout le discours classique. Et en plein milieu de mes études, il y a eu la fameuse crise, donc en 2008, et où on commençait à voir que bah, les derniers de la promo, ceux qui partaient, ils ne trouvaient pas de travail, que les promesses qu'on nous avait faites devenaient de moins en moins réalisables. Et c'était à l'occasion où je faisais un stage en fait en start-up à Vancouver. Et mon chef de stage, qui est entrepreneur, m'a commencé à beaucoup me montrer un peu bah, comment il gérait son entreprise, quelle était la vie d'entrepreneur et tout. Il m'emmenait à des événements et dans ça, je découvrais en fait ce domaine et je me disais, waouh, comme si en fait j'avais une révélation. Je dis, mais c'est ça que je veux faire. Parce que je me retrouvais pas dans les stages que j'avais fait avant, dans les missions, dans ce qu'on me promettait à la sortie de l'école. Bon, je commençais à voir que c'était pas dans ça que je m'épanouissais. Et ce qui fait qu'au retour de ce stage, moi, je me suis dit, bon, j'ai vraiment pas envie de devenir salarié et je crée ma boîte. J'étais encore étudiant. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à faire du consulting. Parce que j'étais plutôt bon en marketing, j'adorais ça, je me formais tout seul dessus. Et donc, je proposais des services en réseaux sociaux, en développement de sites WordPress, en visibilité web, etc. Et ce qui fait que bah, pendant que j'étais étudiant, je faisais ça. Et puis à la sortie de l'école, ben, je continuais un peu à faire ça. Et en même temps, j'avais ouvert plusieurs blogs sur lesquels je partageais ce que j'aimais. J'en avais un sur plus le lifestyle entrepreneur, un sur l'influence, la négociation, un sur la créativité. Et je partageais beaucoup, en fait, de ce que j'apprenais, ce que je testais, etc. Ce qui m'a fait une audience. Et puis un jour, bah, j'ai vu que cette audience, je pouvais me demander beaucoup. J'étais tout le temps sollicité. Et j'ai commencé à faire des formations en ligne, à faire plus de coaching sur demande des clients qui venaient. Et c'est ce qui m'a amené à faire ce que je fais aujourd'hui, c'est-à-dire que les personnes en fait font souvent appel à moi pour développer que ça soit leur stratégie de vente, que ça soit sur le web ou hors ligne, tout ce qui est aussi automatisation et tunnel de vente, donc réussir à faire ce qu'on appelle scaler son business, c'est-à-dire ne plus vendre son temps et réussir à développer son activité. Et je travaille aussi beaucoup dans l'aspect tout ce qui est gestion du temps, focus, etc. Parce que c'est vrai que les entrepreneurs, souvent quand ils sont seuls, ont du mal à gérer ses ressources. Donc voilà un peu mes différents pôles d'activité à ce jour. Ça fait à peu près maintenant, si on fait parce que j'ai fait la version plutôt rapide, ça fait 10 ans que je fais ça maintenant. Donc voilà. Top, donc sur 10 ans, entre le moment où tu t'es lancé en tant qu'étudiant et maintenant, je pense que tu as dû connaître 1001 challenges différents. Oui. Quels seraient je sais pas, les deux, trois plus gros challenges que tu retiens vraiment, sur lesquels tu as été confronté et que tu as Mhm. réussi justement à passer? On sait très bien que dans la vie d'un entrepreneur, justement, il y a des hauts et des bas, et justement, ceux qui réussissent et ceux qui arrivent à relever ces challenges. Si tu peux Oui. nous partager, toi, justement, les gros challenges que tu as eus et comment tu as réussi à passer au-dessus, justement. Bah, si on reprend en chronologie par rapport à tout ce processus, le tout premier, ça a été clairement l'environnement. C'est-à-dire que quand j'annonçais que je voulais lancer ma boîte, que je commençais un peu à rêver, quand je commençais à dire, bah voilà, j'ai envie de devenir entrepreneur et que j'étais en école de commerce avec ma dette qui m'attendait, bah, on me disait, bah non, arrête de rêver, trouve-toi un travail, tous les trucs comme ça. Et au début, j'arrivais pas forcément à super bien en vivre, donc j'avais ces doutes. Je faisais aussi je prenais des CDD, donc je travaillais à mi-temps, plus de les trucs d'animation de jeux vidéo, je faisais un peu de pigiste de tests de jeux, enfin des petites missions par-ci par-là, mais j'étais pas encore persuadé de pouvoir en vivre et en fait l'environnement me décourageait aussi. Donc là, ça m'a poussé dans mes retranchements de vraiment en fait cette motivation. Tu as parlé de ce qui me pousse à me motiver le matin, bah c'est vraiment, j'avais en fait vraiment envie, j'avais
déjà pas envie d'être salarié et surtout envie de réussir en fait, d'avoir cette liberté, d'avoir cet épanouissement dans ce que je faisais. Donc j'ai été persévérant, j'ai pas lâché, ça a été mon premier challenge et ça s'est beaucoup joué vraiment sur le mental et l'aspect persévérance. Ensuite, le deuxième challenge, ça a été plus quand je commençais à en vivre, bah, le moment challenge de temps. C'est-à-dire que bon, pendant que j'étais étudiant, j'ai quand même réussi à gérer, mais c'était pas évident. Mais quand je cumulais travail à mi-temps, entrepreneuriat et que derrière, je voulais aussi lancer les trucs en ligne parce que je savais qu'au niveau du temps, il fallait que je commence à scaler, que je puisse vendre sans vendre mon temps en fait. Bah, je me suis dit là, comment je peux basculer et arrêter d'avoir tout le temps à devoir travailler, travailler, travailler pour faire rentrer de l'argent. Et parce que je commençais à arriver au bout, que ce soit en termes de revenus, en termes de disponibilité de temps. Et là, ça a été le deuxième challenge. Donc, c'est là que j'ai un peu pivoté en tout ce qui est scalable sur le web, que ce soit ce qu'on appelle infopreneur, infoproduits, formation en ligne, etc. Et dessus, j'ai réussi quand même à faire une bascule et à réussir à commencer à générer des revenus plus en ligne et moins en vendant mon temps. Jusqu'à arriver vraiment à un plus gros stade d'automatisation où mon business tournait vraiment sans que j'ai à bosser. Et là, le nouveau challenge, en fait, ce qui est peut-être plus récent, ça a été en fait de réussir on va dire, ne pas me lasser. Donc là, c'est plus personnel. C'est-à-dire qu'une fois que ça tourne, une fois qu'on est tranquille, j'aurais pu dire j'arrête de bosser ou voilà, enfin, si on veut, on peut. Le seul souci, c'est que ben, moi, je me suis pas lancé pour ça, je me suis pas lancé pour ne rien faire. Parce que j'aime avoir des challenges, j'aime avoir des nouveaux projets, me lever avec des nouveaux objectifs. Et c'est ce qui fait que là, ça a été plus un challenge de se recentrer sur tout ce qui peut être sa mission, sa vision, son épanouissement, ses valeurs, enfin tout, on va dire soi, en fait, revenir à soi. Parce qu'à un moment, j'étais parti assez loin et puis finalement, je m'étais un peu perdu. Je suis revenu à moi pour me dire, bon là, qu'est-ce que j'ai envie de faire maintenant et relancer cet élan comme je l'ai eu au début quand je me suis lancé, parce qu'en fait, on se lasse au bout d'un moment à faire la même chose. Que tout ce qu'on fait, ça devient facile. À force de le faire, ça devient facile. Et je me suis dit, bon là, je m'ennuie. Qu'est-ce que je peux faire encore pour avoir un peu de stress parfois, un peu de challenge, de nouveauté. Et je pense que c'est les trois choses. Ça a été environnement, tout ça. Puis il y a aussi le manque d'argent qui est venu. Mais pour moi, l'argent n'est pas vraiment un problème, c'est plus son attitude. Ensuite, l'aspect temps, scalabilité, et puis l'aspect sens, évolution et trouver son flow, en fait, lassitude. Ce que je trouve hyper intéressant dans le côté sens, je pense, c'est qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui arrivent à ce stade-là et finalement, ça suit, entre guillemets, la fameuse pyramide de Maslow. Au bout d'un moment, quand tu as tous C'est tes ça, besoins primaires qui sont largement c'est comblés, ça. qu'entre guillemets, ton business tourne bien, bah, tu cherches plus finalement à te reconnecter à toi-même pour voir vraiment C'est quelle est ta ça. mission, comme tu disais. Et il y avait Ouais, un point sur lequel j'avais envie de revenir. À chaque fois que je fais des interviews, on va dire 9 fois sur 10, c'est hyper intéressant. Le premier day challenge qui ressort, c'est pas optimisation de mon tunnel, la technique ou des choses comme ça, c'est ouais. vraiment l'environnement. C'est quoi, toi, justement, comment tu as fait, en fait, entre guillemets, pour te créer un nouvel environnement? Est-ce que tu Mhm. as du jour au lendemain plaqué tout ton ancien environnement et tu t'es Ouais. retrouvé soit tout seul, soit tu as directement eu un nouvel environnement? Mhm. Comment tu as fait un petit peu pour gérer cette phase-là, justement, pour te créer l'environnement qui te motivait derrière? Oui, alors en fait, pour moi, il y avait vraiment trois environnements. L'environnement familial, de ce côté-là, j'ai beaucoup de gratitude de me dire que ma famille m'a toujours tout soutenu. Bon, il y en a qui comprennent toujours pas ce que je fais aujourd'hui, mais ils ont jamais été contre, en fait. Donc, de ce côté-là, j'ai vraiment eu de la chance, parce que la famille, finalement, on la choisit pas, donc je suis bien tombé. Euh, mais ensuite, il y a l'environnement, on va dire social, les amis. De ce côté-là, il y a un peu un tri qui s'est fait, pas dans le rejet et tout, mais juste en fait, comme on change, on évolue, bah, finalement, on se retrouve peut-être à des soirées ou des moments où on a des discussions qui sont un peu différentes, où on n'est plus trop, en fait, dans les mêmes délires et tout, donc c'est plus très intéressant. Et le troisième, l'environnement pro, où là, c'est plus tout ce qui va être de réussir à rencontrer justement des entrepreneurs, des gens qui sont peut-être parfois plus loin, qui vont nous motiver, parce que j'avais un environnement qui était très salariat. Donc, du coup, il y avait ce décalage aussi en termes d'ambition et de fonctionnement. Donc, quand les gens commencent à dire ah c'est lundi ou le vendredi super, et puis que nous on travaille tout le temps, puis en même temps comme on aime ce qu'on fait, on n'a pas cette notion de jour de la semaine. Bon, on est en décalage en fait, il y a toujours ce décalage. Donc en fait par rapport à ces problématiques-là, dans la famille, j'ai dû faire mes preuves quand même, parce que la plus grande peur de ma famille c'était l'aspect argent. C'est-à-dire que comme ils savaient que j'avais ma dette, que j'avais fait des études et tout, ils se sont dit, bon là, ils avaient envie que moi je sois bien en fait, que je sois pas à la rue ou autre chose. Et de ce côté-là, c'était plus faire mes preuves. J'ai dû montrer. Donc là, c'était très personnel. Leur montrer, enfin,
accepter qu'ils me fassent confiance, que c'est possible, que c'est pas juste un rêve, c'est pas des conneries et que je peux en vivre. Donc ça a été en fait des premiers résultats ou par la force en fait personnelle, je pense, parce que j'ai pas trop eu de soutien direct à ce moment-là. Ensuite, le deuxième, l'aspect social, j'ai commencé aussi à me faire des amis sur Internet et aussi en allant à des événements et des choses comme ça. Donc, à force comme j'avais un blog, je commençais à faire des vidéos. Ben forcément, entre entrepreneurs, comme c'est un petit écosystème, on se fait des contacts. Et j'ai commencé à me faire un, deux, trois contacts, des amis. On se faisait des petits masterminds, on se faisait des Skype. Du coup, je commençais à avoir des liens dans ce domaine. Et le troisième, en fait, pour l'aspect plus pro, j'ai quand même, par moment, quand j'ai pu, enfin, tout l'argent que je gagnais, je le réinvestissais et bah, me payer s'il fallait un coach, me payer aller à des masterminds, aller à des événements. Donc, j'investissais pour moi-même apprendre des meilleurs. J'allais souvent, parfois, par exemple, aux États-Unis, au Canada et tout ça. Parce qu'à l'époque, c'était quand même beaucoup plus en avance. Je pense que maintenant, ça s'est pas mal équilibré, même s'ils sont quand même toujours en temps d'avance. Mais à l'époque, c'était flagrant. Ils avaient au moins 5, 6 ans d'avance. C'était fou. Et du coup, j'allais là-bas pour me former. Donc, c'est ça qui fait que je pense que c'est intérieurement avoir confiance en soi et en son projet. Ça, on peut pas l'avoir de l'extérieur. Personne ne peut le donner. Deux, bien s'entourer. Et trois, pas hésiter à investir pour apprendre des personnes qui sont plus loin. Et je pense que c'est ça qui m'a aidé à y aller, mais c'est aussi un gros travail sur soi, sa confiance en soi, ses croyances. Donc, j'ai pas trop attendu de l'extérieur en fait. J'ai d'abord travaillé à l'intérieur. Et c'est hyper important, ce que tu disais sur le fait que dès que tu gagnais de l'argent, finalement, tu le réinvestissais Tout à dans fait, des ouais. formations, dans des masterminds, dans des coachings. Ouais, Tu n'hésitais pas à prendre des coachs directement. c'est ça. Mais en fait, oui, il y en a beaucoup qui veulent faire peut-être des économies. Et moi, j'étais le premier à le faire parce qu'on n'a pas toujours les moyens. C'est normal. J'ai passé par là. Mais après, c'est comprendre qu'on peut pas développer son business si à un moment on réinvestit pas. Donc l'idée, c'était de faire un peu en mode, bon, on se débrouille comme on peut pour avoir ses premiers résultats, mais accepter que ces premiers résultats vont pas dans notre poche. Qu'il faut oser réinvestir. Parfois, c'est des risques. On ne sait pas ben, si on aura un retour sur investissement et tout. Mais là où je suis persuadé d'une chose, c'est que ce retour sur investissement, on le décide. C'est-à-dire que j'ai jamais été déçu d'un investissement. Même quand j'étais déçu directement du contenu d'une formation ou autre, j'ai jamais été déçu dans le sens où j'ai fait ce qu'il faut en me disant, quoi qu'il arrive, j'ai quand même appris un truc que j'ai implémenté et que j'ai mis en place. Parce que souvent, en fait, parfois, soit on sait les choses, soit on pense les savoir, mais il y a la différence entre savoir et faire. Et surtout, savoir faire et maîtriser. Donc, on peut savoir des choses, on peut peut-être les tester et les faire, mais si on veut vraiment avoir des résultats, il faut les répéter et les maîtriser. Donc, tant que j'avais pas cette notion de vraiment d'implémentation, de répétition et tout, j'avais pas forcément tout de suite le retour sur investissement. Comme je l'ai appris très tôt, heureusement, bah, j'ai compris que généralement, plus on investit, plus on va mettre en place ce qu'il faut pour avoir le retour. Que je pense, Donc, je comme pense tu que dis, en fait, il y a une forme d'engagement en fait, qui va se dégager c'est finalement de exactement l'argent ça. qu'on va investir et Ouais, on ouais, va se mettre, moi, ce que j'appelle la pression positive, entre guillemets, c'est tout à que fait. même si, comme tu dis, des fois on est plus ou moins satisfait d'une formation qu'on a prise ou même d'un coach, Ouais. derrière, on a cette pression, mine de rien, qu'on s'est mise soi-même et qui est Oui, positive oui, pour mettre et implémenter directement ce qu'on a appris. tout à fait, ouais. Je C'est me rappelle, j'étais allé à un événement, c'était aux États-Unis, j'avais investi 2000 euros pour ma place, plus presque 2000 euros de voyage, billets d'avion, tout ça. Et bon, voilà, entre 4000 et 5000 de budget, j'arrive là-bas et puis je vois que le contenu, j'apprends rien, j'étais vraiment un peu en panique. Et puis finalement, je me suis dit, bah, comment je peux rentabiliser tout ça? Bah, tu vois, je suis allé rencontrer les personnes sur place, poser des questions et je me suis bougé en fait en me disant, bon, j'ai investi ça, même si le contenu n'est pas à la hauteur, qu'est-ce que je peux en faire? Et comme tu le dis, plus on investit, plus on s'engage en fait. Donc, ça m'est arrivé d'investir beaucoup moins cher et je me rends compte parfois, soit je procrastine parce que je veux pas consommer le truc, soit je veux pas me rendre compte de la valeur. C'est psychologique, je pense, et du coup, c'est important aussi. Je me rends compte quand j'en discute avec d'autres amis entrepreneurs, par exemple, je pense qu'on va tous le faire, des fois s'échanger des formations gratuitement. Et c'est impressionnant comme si on s'échange des formations qui Oui, pourtant valent vraiment leur pesant d'or finalement. Et ben même moi, je suis le premier à le reconnaître en toute transparence, je ne vais pas les regarder finalement alors que la formation vaut peut-être 5 000 $. Mais en fait, je oui, l'ai eu gratuitement et donc je ne prends pas conscience vraiment parce que je ne l'ai pas payé de la valeur énorme que peut avoir derrière cette formation. tout à fait. Puis même, je sais que dans ce domaine, surtout les solopreneurs indépendants et tout, ont tendance à faire des échanges. Je t'apporte ça, tu m'apportes ça. Bon, j'ai essayé ça à un moment et je me rends compte que c'était jamais juste pour les deux, dans le sens où ça n'avait pas la même valeur. Quand parfois, quand on m'a offert des services et qu'en retour, je vais faire ce service, je sentais pas l'engagement pareil.
Donc, du coup, maintenant, quand on me propose ça, je dis non, je préfère te payer. Quand quelqu'un me demande ça, je dis je préfère te payer à ta juste valeur parce que je sais que si je te paie, je vais m'engager. Et même pour toi, par respect pour toi, en fait, pour moi, c'est une question de respect de l'autre, d'engagement. C'est un tout qui fait que le retour va être 100 fois supérieur et ça, c'est important. Surtout quand on est entrepreneur. Ouais, complètement. Je suis Parce que c'est complètement une d'accord avec question ce de que tu es en mindset. train de dire et mine de rien, on aborde différents points. Là, on est parti sur l'environnement, sur l'engagement, le fait de se former Mhm. continuellement. Depuis que tu es sur le web, donc depuis plus de 10 ans, quel serait pour toi, là, à l'heure actuelle, en 2018, si on entre plus sur le côté marketing? Donc, à mon sens, je pense qu'on est d'accord là-dessus sur l'environnement, le mindset intérieur est Ouais. vraiment primordial. Maintenant, un jeune qui se lance, qui a déjà cette notion-là, qu'il faut travailler sur son intérieur, quel serait pour toi en 2018? Tu lances un business de zéro, c'est sur quoi que tu axerais vraiment les priorités, sur quoi tu te mettrais focus en 2018 pour lancer un Ouais. business? Ben, en fait, ça va revenir à l'intérieur, hein. Je sais que ça déçoit certains. Ils aimeraient qu'on leur donne un truc magique et hop, ça a marché. Mais ne pas se demander qu'est-ce qui va marcher et se demander soit qu'est-ce qu'on peut apporter comme valeur. Parce qu'en fait, finalement, et ça, c'est du marketing. Pourquoi? Parce que on pourra dire tout ce qu'on veut, quel que soit le type de business, c'est le marché qui aura toujours raison. Donc, c'est le marché qui va acheter, c'est les clients. Le marché, c'est l'ensemble de clients qui vont se dire cette offre-là a cette valeur pour que j'investisse dedans. Donc, si soit on se lance et qu'on n'a pas cette valeur sur le marché, ce positionnement, cette différenciation, tout cet ensemble qui fait qu'on va se positionner, se différencier et amener des gens à s'intéresser à nous, si soit on n'a pas une valeur haute, parce que je pense qu'on arrive à un stade, surtout par exemple pour le web où c'est de plus en plus saturé, on n'a pas le choix que d'être excellent. Il faut être bon maintenant, il n'y a pas le choix. Que ce soit pour sa réputation, pour la suite, etc. Donc je pense que la première chose, c'est de se déterminer en fait, avant de chercher même la demande, c'est déterminer soit où on excelle et où on a envie d'exceller. Parce que si on n'excelle pas, on peut se développer et devenir très bon. Et pour moi, c'est la première chose parce qu'en fait, c'est ça qui va permettre de se différencier, c'est ça qui va permettre d'avoir une vraie valeur ajoutée. Et une fois qu'on a déterminé en fait dans quoi on excelle, dans quoi on est passionné, parce que souvent, selon quoi on excelle, on est passionné aussi, ben derrière, aller à la rencontre du marché et créer cette cohésion, enfin c'est un peu comme ce qu'on appelle l'ikigai, hein. C'est la cohérence entre ce dans quoi on est bon, ce dans quoi on peut être payé, ce qui nous passionne et ce qui a un potentiel économique. Et quand il y a le croisement de ça, si on arrive, on est passionné, qu'on a cette valeur et qu'on se rend compte qu'il y a un besoin, que les gens ont un problème et qu'on peut le résoudre, bah là en fait, on a trouvé son truc. Et ça, c'est la première leçon du marketing. C'est un peu ce qu'on appelle le product market fit. C'est trouver en fait la cohésion entre sa valeur, ce qu'on va proposer comme offre, et la rencontre d'un marché qui est prêt à payer pour cette offre. Et ça, en fait, pour moi, c'est vraiment le premier truc sur lequel se focaliser. C'est tout de suite travailler sur soi, sur en fait trouver en fait une mission qui va nous animer où on va être bon. Et dans cette mission, savoir comment on peut servir des personnes. Comment ça peut avoir suffisamment de valeur pour que les gens payent pour cette valeur. Et Et si on arrive à avoir ça, on a fait le plus gros en fait. je suis complètement d'accord et c'est marrant que tu parles du côté Ikigai parce que je rédigeais justement un contenu dessus la semaine dernière pour mes abonnés. Et les Ouais, retours justement que j'avais, les questions qui reviennent fréquemment, c'est justement, OK, ça, ils le comprennent complètement que c'est à l'intersection finalement de ces quatre ouais. points-là que tu viens de citer, où on va vraiment trouver où est-ce qu'on est bon, où est-ce qu'on marché a besoin. Mhm. Et c'est surtout comment trouver finalement où est-ce qu'on excelle. Il y a beaucoup de personnes finalement au bout d'un moment qui sont un petit peu perdues. Si je vais prendre un marché, comme tu le disais, le marché du web par exemple, qui est un petit peu Mhm. saturé, bah, mine de rien, on va pas rentrer, mais il y a aussi le côté de trouver son positionnement, finalement, se Ouais. différencier vraiment de ses concurrents. Mais avant tout, si on reste sur cette notion-là, qu'est-ce que tu conseillerais? Est-ce que tu as pas de méthode magique, je pense, mais des conseils pour trouver justement dans quoi on excelle et comment trouver sa mission, entre guillemets, ce truc qui nous fait vibrer derrière, où on sait qu'on va être bon et qu'on a énormément de valeur à apporter. Bah, trouver sa mission, je crois pas qu'il y ait vraiment une méthode parfaite pour ça, parce que ça peut prendre toute une vie, comme ça peut aller très vite. Mais par contre, le seul truc que je pourrais recommander, qui va beaucoup plus, enfin, qui est pour moi la meilleure approche, c'est de tester. Tester les choses, en fait, et tester vite. C'est-à-dire, comme j'ai dit, plantez-vous le plus vite possible. Parce que parfois, il faut, en fait, dans une vie, il faut tester plein de choses avant de trouver, en fait, vraiment ce qui va nous animer. Donc, je dirais commencer par, en fait, de déjà commencer pour tester son premier test, commencer par ce qui vous donne le plus envie. Voilà, vous avez envie de partager sur tel sujet, d'apporter de la valeur sur tel sujet, ben allez-y parce que c'est peut-être là le bon truc. Si ça vous anime, en fait, c'est peut-être que là quelle est la mission. Et le tester, tester. Et puis si ça prend pas, bon, tant pis, on passe à autre chose. Mais vraiment
d'avoir le courage, avant d'avoir la réponse, parce qu'en fait, parfois, on l'a pas, de faire. C'est-à-dire que commencez avec ce que vous avez, commencez avec ce que vous pouvez. Prenez une hypothèse et comme je parlais tout à l'heure de trouver le marché, allez avec ça et vous allez voir si ça apprend ou pas. Et en fait, la meilleure façon pour moi de trouver sa mission, c'est de tester, en fait, tester les choses et d'expérimenter. Et vous allez voir, parce qu'en fait, souvent, on se lance avec une idée et puis on évolue, on bifurque. Ça, c'est pas un souci, mais c'est seulement en faisant dans l'action que vous allez avoir des réponses. C'est pas en restant à une table, en travaillant sur votre mission de vie. Bon, on peut le faire, mais bon, ça, c'est. On fait souvent, il y a dans plein de coaching, il y a des outils pour ça. Mais de quoi qu'il arrive, je me rends compte qu'on reste toujours dans l'intellectuel, dans la planification, dans ça c'est pas bien, ça c'est pas bien. On juge des idées, on juge des hypothèses, mais jamais on les a expérimentées, validées. Donc je pense, allez-y, en fait, soyez dans l'action, soyez dans la dynamique d'implémentation, et c'est comme ça que vous allez réussir à en fait voir ce qui prend pas, à ajuster, parce que par exemple vous allez vous dire bon finalement ça me plaît pas, donc je vais faire comme ça. Et c'est dans l'expérimentation, dans le terrain, dans le fait de faire que ça va s'éclairer en fait. C'est prendre le chemin et ça va s'éclairer. Et comme tu dis, en fait, je suis complètement d'accord sur le fait de faire, de finalement d'écrire du contenu, faire des vidéos, faire des podcasts, de tester différentes choses. Et on va le ressentir finalement. Je pense que c'est ça qui est hyper Ouais. important, c'est qu'au Quand fond on de est soi, sur on sa va le mission, en sentir. fait, les résultats arrivent. C'est ça, en fait, c'est le meilleur indicateur. C'est que quand on commence à faire les choses sur notre axe, comme on dit, ben, en fait, il y a une sorte de fluidité qui se crée. Parce qu'on a plaisir à se lever le matin, on a plaisir à le faire, on a des retours, etc. Et si à un moment, ça commence à être trop coincé, même dans soi, parce qu'on le fait. La meilleure conseil du monde que je pourrais dire, si vous voulez trouver votre mission, c'est qu'est-ce que vous pourriez faire sans jamais être payé tous les jours. Ça peut paraître complètement contradictoire avec l'aspect business, mais je me rends compte de ceux qui cartonnent dans leur business. C'est les gens en fait qui font un truc, et ils sont animés en fait, et du coup ils sont tellement passionnés, ils aiment tellement faire ça que ils acceptent que ça a une valeur donc d'être payé, mais ils pourraient le faire sans être payés. Et c'est ça, c'est très paradoxal et ça peut être difficile à accepter, mais par exemple comme j'ai dit, moi j'ai commencé en faisant exactement ce que je fais aujourd'hui de façon peut-être différente, mais à l'époque je le faisais sans être payé. Et le contenu, souvent, je fais du contenu, je balance des contenus, j'ai plaisir à le faire et j'ai aucune attente derrière sur les retours sur investissement parce que c'est ça qui m'anime. Donc, je pense qu'il faut réussir vraiment à avoir cette notion d'accepter que cette mission est importante. Et puis, je pense, c'est un petit détail parce qu'on a parlé d'argent avant. Je pense que la meilleure façon de trouver sa mission, notamment en business, c'est quand même de ne pas se mettre tout de suite en danger financier dans le sens où on fait ça par intérêt financier immédiat. On est dans l'urgence. Parce que là, on se perd, en fait. Je pense qu'il faut peut-être commencer à oser se sécuriser un peu, soit un emploi à mi-temps, soit mettre de l'argent de côté pour faire les choses sereinement parce que ça va mieux prendre que si on est dans le manque. Il n'y a rien de pire que d'essayer de lancer un business ou de vendre en étant dans le manque, ça va se sentir. Et les gens vont le sentir et ça va les faire fuir. Parce qu'en fait, le manque va prendre le dessus sur la passion. Tu parlais de la pyramide de Maslow, ben, si tu n'as pas la sécurité et les besoins primaires, tu ne vas pas pouvoir aller au-dessus. Donc, je pense quand même assurer ça et ça va vous permettre d'être plus clair en fait sur la suite et la mission. En tout cas, le temps de trouver son truc en fait. C'est exactement, ouais, c'est ce que je voulais reprendre, le côté pyramide de Maslow, on en revient toujours au même. En effet, si les besoins primaires, entre guillemets, sont pas comblés, on va vite tout de suite avoir, si on veut faire du coaching ou de la prestation, peut-être plus penser à l'argent que ça peut nous dégager parce qu'on a vraiment C'est ce ça. manque, plutôt que de penser à la valeur qu'on pourrait vraiment apporter à cette personne-là et comment on pourrait vraiment l'aider derrière. On Et commençait ça dépend justement à aussi de la parler. vision. Parce qu'en fait, quand on est dans Ouais. le manque, on crée aussi du court terme et pas du long terme et on se fatigue parce qu'on est toujours court terme, court terme, court terme, court terme. On compte toujours le manque et au final, on se fatigue. Alors que si on prend le temps de se dire, bon, je vois long terme, j'assure le court terme d'une façon différente, là, ça devient beaucoup plus fluide. Et justement, pour que ça devienne beaucoup plus fluide, on commençait à parler de création de contenu. Il Oui, y a souvent une question qui revient très fréquemment, et je pense que tu l'as aussi énormément, c'est on conseille à tous nos élèves, à toutes les personnes qu'on coach, qu'on accompagne, bah, de créer de contenu, comme tu disais, pour petit à petit trouver sa mission, y prendre du plaisir, toucher des personnes, etc. Beaucoup de personnes, des fois, se retrouvent un peu le syndrome de la page blanche, se disent, bah oui, mais je ne sais pas quoi écrire, je ne sais pas sur quoi tourner mes vidéos. Je sais que tu as une très belle expertise aussi sur la créativité. Quels seraient les conseils justement que tu donnes pour augmenter entre guillemets sa créativité et trouver des sujets vraiment qui nous animent d'une part et en plus qui vont apporter de la valeur à notre oui. communauté, à nos clients, à nos prospects. Alors, moi, je pense ça peut être dur à entendre pour certains, mais c'est la réalité. Ça fait 10 ans que je fais ça. C'est que si on a le syndrome de la feuille blanche, c'est peut-être qu'on n'a rien à dire et peut-être qu'il ne faut pas faire de contenu tout de suite. Je dis juste tout de suite.
Pourquoi? Parce que si on n'arrive pas à avoir un truc à dire, on va se forcer à le dire et ça va pas passer aussi bien que si on a vraiment envie de le dire. Donc, pour retourner ça dans plus de ce qu'il faut, là j'ai dit ce qu'il faut pas faire et surtout ce que ça peut indiquer. Qu'est-ce qu'il faut faire? Bah, se dire justement, bah, se reconnecter un peu à ce qu'on appelle l'intention. Parce qu'en business, il y a toujours une intention derrière. Même les grandes marques qui se lançaient, il y avait une intention, soit disrupter un marché, soit apporter une nouvelle offre. Bref, peu importe, il y a toujours une intention. Donc, tout contenu a une intention. Pourquoi vous voulez faire ce contenu? Qu'est-ce que vous voulez partager? Qu'est-ce que vous voulez apporter? Et je pense que quand on parlait des missions avant, de se demander bah, qu'est-ce qu'on a envie au fond de soi de partager. Et ça, avant de se demander qu'est-ce qui va marcher, avant de se demander, même on dit souvent il faut demander aux gens ce qu'ils veulent. La réalité, c'est que parfois les gens ne savent pas ce qu'ils veulent. Et demandez-vous, vous, ce que vous voulez partager en fait. Vous, ce que vous voulez partager. Comme je dis ça, parce que parfois j'accompagne aussi des personnes qui veulent faire des conférences et ils se demandent de l'inspiration. Ils demandent, ah, j'aimerais voir une telle ou telle conférence pour m'inspirer et faire la même chose. Mais je dis non. Toi, qu'est-ce que tu as envie de partager comme histoire? Qu'est-ce qui te fait vibrer? Parce que c'est là que tu vas mettre de l'émotion, c'est là que tu vas apporter le meilleur contenu de ta vie, c'est là que tu vas avoir une audience qui va te suivre. C'est vraiment dans l'énergie que tu vas dégager. Et cette énergie, elle va vraiment venir du fait que tu as vraiment envie de partager un truc. Donc, je pense qu'il faut vraiment réussir à vous, hop, se poser et se dire, bon, quelle est ma réelle intention? Qu'est-ce que j'ai envie de partager? Limite, hein, vous pouvez vous demander qu'est-ce que j'ai envie de partager avec le monde? Une idée, une analyse, une opinion, un truc que vous avez appris. Moi, j'ai commencé en fait comme ça. J'ai commencé en documentant ce que j'expérimentais. J'ai lu tel livre, je le partage. J'ai voyagé dans tel pays, voici mon ressenti. En fait, c'était juste du partage. Il n'y avait même pas d'attente derrière. Et ce qui fait que les personnes ont commencé à adhérer à ça parce que ils ont vu que j'avais vraiment cette intention de partager. Et c'était tellement naturel et tellement fluide que j'avais plaisir à le faire et que les gens avaient plaisir à le consommer. Donc, avant de vous forcer à vous dire, je me mets devant une page et qu'il me faut une super… Parce que des méthodes comme ça, j'en ai plein, des méthodes de créativité, mais on ne pourra jamais les remplir si on ne sait pas soit ce qu'on a envie de donner, en fait. Et il y a juste un truc sur lequel je voulais revenir qui est, t'es l'un des premiers enfin, on est peu à dire ça, le fait que tu disais, au mieux le faire partir de soi finalement pour écrire son Ouais, contenu, alors que beaucoup justement disent demandez à votre marché ce qu'ils veulent comme contenu ouais, et faites ce contenu-là en fonction de votre marché. Toi, tu recommandes beaucoup plus de partir finalement de soi et d'écrire du contenu qui nous fait vibrer, comme tu dis, pour dégager finalement cette énergie qui oui, va attirer les personnes que l'on souhaite finalement parce que et qui vont nous clairement. correspondre en plus, je pense. Clairement, parce qu'il y en a tellement qui se cassent les dents parce qu'il y a un marketeur, il m'a dit fais ça, suis ce script, parle comme ça, etc. et tout. Et du coup, on se coince, on se dit bah, justement, le syndrome de la page blanche, je dois remplir soit un script ou je dois faire comme ça, etc. Et du coup, c'est par obligation. Alors que bon, peut-être que si on peut lancer un business sans faire du contenu, on peut aller juste discuter avec des gens, faire de la conversation. Donc du coup, vraiment, je pense que si on parle vraiment purement du contenu, des vidéos, articles, podcasts, peu importe le format, il faut vraiment avoir cette intention de partager quelque chose. Ça n'empêche pas que derrière, une fois qu'on a réussi à trouver ça, on peut le mettre dans une structure, on peut le mettre dans une stratégie marketing, on peut intégrer après certains codes et tout pour, on va dire, amplifier, catalyser le truc et le transformer en business. Mais comme je l'ai dit, on met ça derrière. Mais avant, en fait, limite, il faut qu'il y ait vraiment un élan et que ça vienne de vous. Parce que je peux vous dire que c'est ça qui va vraiment cartonner. Enfin, j'ai fait plus de 1400 vidéos. Celle qui marche le mieux, c'est celle où je suis dans cette énergie-là. C'est-à-dire que parfois, ça m'arrive encore à ce jour de demander aux gens ce qu'ils veulent, etc. Et puis parfois, je réponds à ce qu'ils veulent, et puis finalement, je ne sais pas ce qu'ils voulaient. Enfin, ça marche un petit peu, mais clairement, vous, qu'est-ce que vous avez envie de partager? Et c'est seulement après que ces codes-là, ils sont bons, j'ai jamais rejeté tout ça. C'est que quand vous avez réussi à trouver votre truc, oui, vous pouvez commencer à interagir, demander aux gens ce qu'ils veulent, et puis vous faire votre filtre. S'ils veulent un truc que vous n'avez pas envie de le donner, bah, pas de souci. Donc c'est ça qui permet aussi de réussir à vraiment trouver sa voix, en fait. Mais sa voix avec un E et avec un X, parce que sa voix, c'est aussi quand dans son contenu. C'est hyper, et je trouve que ça conclut énormément ce que tu disais au début, c'est finalement partir d'abord de soi. Quand je te demandais les Oui, conseils que tu donnerais à un jeune qui se lance dans un business en 2018, c'est vrai, tu disais clairement. on radote un petit peu, on a des fois un peu l'impression de radoter sur le côté mindset et ça part de Ouais, ouais. l'intérieur, etc. Parce qu'on répète tout ça. Mais en effet, en fait, c'est vraiment la base. Et derrière, rien n'empêche après d'implémenter tout ça dans des stratégies, comme tu le disais, dans des stratégies marketing.
Tout à fait. Et puis surtout, la démo la plus simple, ça veut dire, ben, en fait, en termes, il y a ce qu'on appelle la motivation, et la motivation, elle va tout changer dans le mindset. Et beaucoup de jeunes qui se lancent me disent, ben, j'ai un problème de motivation, j'ai un problème de page blanche, j'ai un problème de focus. Ben, le problème, souvent, c'est qu'on ne sait pas quoi faire. C'est qu'on est perdu ou alors qu'on n'a pas trouvé quoi faire. Et l'exemple typique, c'est quoi vos motivations? Si la motivation, c'est parce que souvent, ceux qui n'arrivent pas à accepter ce discours de trouver son truc, leur motivation vient soit de la fuite, parce qu'ils aiment tellement pas leur job, leur situation ou les perspectives qu'on leur donne, comme je l'ai vécu moi. Et du coup, on est dans la fuite et on va s'accrocher à tout ce qui est possible comme opportunité, mais du coup, on va jamais aller vers. En fait, il y a deux façons d'être motivé, par la fuite ou par ce qui nous anime, ce qui nous rend heureux. Donc, est-ce que vous avez envie de passer votre vie à fuir ou est-ce que vous avez envie de passer votre vie à faire les choses qui vous rendent heureux? Ça, c'est une grosse question et c'est très important parce que parfois, on n'en a pas conscience. Et tout ce qui va être motivation, argent, il y en a qui me disent, je veux devenir influenceur, je veux être connu et tout. Je leur demande pourquoi, bah, juste pour être connu, pour avoir de l'argent, peut-être un peu plus de reconnaissance, etc. Mais tout ça, c'est des trucs extérieurs en fait. C'est vous accrochez à des résultats externes. Et le souci, c'est que ces résultats vont prendre du temps à arriver. Et tant que vous les aurez pas, vous serez frustré. Et en plus, même quand vous les aurez, vous serez frustré parce que vous en voudrez plus. L'argent, on en veut toujours plus. La reconnaissance, on en veut toujours plus. On a toujours des gens meilleurs que nous. On aura toujours des problèmes d'argent. On ne règle pas des problèmes d'argent en ayant plus d'argent. Parce que souvent, ben, on voit des gens qui se ruinent en ayant plus d'argent. Et en fait, si vous arrivez à faire ce que j'appelle kiffer le process, aimer ce que vous faites tous les jours pour provoquer ce résultat, bah, ça va être plus facile. Pourquoi? Parce que vous serez heureux dans ce que vous faites. Vous allez être heureux de vous lever le matin. Et quand on kiffe le process, bah, en fait, tout devient fluide. Et c'est là que les résultats arrivent le plus vite aussi. Mais ça, il faut l'expérimenter pour le comprendre parce qu'il y en a beaucoup qui courent, qui se fatiguent derrière ce qu'on a dit, les mauvaises motivations ou des stratégies où on leur a dit de faire ça et qui réussissent jamais parce qu'ils sont toujours pas sur leur axe de ce qui les anime. Et du coup, c'est pas épanouissant du tout. Je suis complètement d'accord avec ce que tu dis et sur le fait de kiffer le processus, je pense que c'est quelque chose qui est souvent oublié finalement et même des fois, je vais dire à mes élèves, oublie complètement le résultat en fait. Le chemin que tu vas parcourir est Clairement, beaucoup plus important que le résultat que tu vas atteindre et entre guillemets, des fois le résultat est presque la cerise sur le gâteau en fait. tout à Si fait. tu as kiffé ton chemin pour atteindre ce résultat. Et le résultat, en fait, il est finalement, en fait, on calcule toujours le résultat, mais le résultat, il vient de quoi? En fait, le résultat, c'est une conséquence. Mais qu'est-ce qui va provoquer le résultat? C'est le process. Donc, du coup, on peut se dire, bon, je vais gagner plus d'argent, mais qu'est-ce qui va faire que tu vas faire plus d'argent? Qu'est-ce qui va faire qu'on va te payer plus cher ou qu'on va te payer tout court? Bah, pour qu'une personne te paie, elle se dit, ah, ça a de la valeur pour moi, ça m'apporte quelque chose. Et donc, du coup, je mets l'argent. Donc, du coup, ton objectif, c'est pas d'aller faire, je sais pas, 100 000 euros. Ton objectif, c'est de satisfaire 100 personnes avec une valeur de 1000 euros, par exemple. Et donc, du coup, le process, c'est comment tu peux trouver 100 clients à 1000 euros. Et donc, comment tu peux satisfaire, qu'est-ce qui ferait que des gens seraient prêts à mettre 1000 euros? Qu'est-ce qui ferait que tu vas trouver ces 100 personnes qui sont prêtes à mettre 1000 euros? Tu changes en fait le mindset. Tu n'es pas accroché sur le résultat, tu es accroché sur ce qui va le provoquer. Et du coup, c'est sûr que, comme tu as pu l'expérimenter ou comme beaucoup me disent qu'ils expérimentent, quand tu arrives à lâcher prise sur le résultat et te focaliser sur le process, tu vas en fait beaucoup plus être serein dans le sens où tu vas voir que finalement, en fait, c'est dans une sorte de lâcher prise, tu fais ce qu'il faut. Le résultat, il arrive, mais ça m'est tellement arrivé souvent de faire un résultat qui était décevant et d'être hyper déçu, alors qu'il était meilleur que ce que je faisais avant. Donc parfois, on oublie cette progression, on oublie cette notion de processus qu'on met en place. Et ça, tant qu'on ne l'a pas expérimenté, qu'on ne l'a pas vraiment adopté, c'est dur. Hein, je sais que c'est dur à comprendre, moi-même j'ai mis du temps à le comprendre. Mais je peux vous dire que le jour où vous arrivez à lâcher prise sur le résultat et focaliser sur le process, vous allez voir que tout va décoller. Il y a un souci, je crois que je t'entends plus. Ouais, j'avais Vas-y. juste coupé mon micro parce qu'il y avait un petit peu de son. Je te disais justement, une fois qu'on a compris ça, en fait, qu'il vaut plus Ouais, mettre l'accent sur le processus que sur le résultat, on va ouais, tous avoir, et je pense, toi comme moi encore, des moments où on va procrastiner un petit peu, on va ouais. repousser certaines choses, etc. Mm. Et je pense qu'on reste humain et moi, je suis complètement transparent là-dessus. Je le dis encore une fois à mes élèves, ça va m'arriver moi aussi des fois de procrastiner. Quelles sont toi les astuces que tu donnes là-dessus Mhm. pour éviter la procrastination ou vraiment continuer à avancer sur son processus et sur son objectif? Oui.
Bah déjà, on procrastine pas quand c'est important et urgent. Donc je crois que la procrastination, c'est un problème de gestion des priorités. C'est-à-dire que quand le truc est suffisamment important et qu'en plus il y a cette notion d'urgence, parce qu'on sait la procrastination, je sais pas, je me rappelle quand j'étais étudiant, la procrastination, elle était liée au fait que bon, tu sais que tu as un mois pour réviser un truc et finalement, bah, tu vas arriver la veille de l'examen, tu auras plus tout le temps, tu vas être dans l'urgence et du coup, tu vas réviser, tu vas condenser ce temps. Et ça, en fait, c'est un truc qu'on apprend beaucoup en gestion du temps, c'est qu'on utilise le temps dont on dispose. Mais souvent, on va l'utiliser vers la fin, juste à la dernière minute. Donc, je pense que arriver à arrêter de procrastiner, c'est savoir gérer ses priorités et se dire que bah, si, par exemple, moi aussi, je suis transparent sur le fait que ça m'arrive de procrastiner, d'avoir la flemme, etc. Ben, malgré ça fait 10 ans que je parle d'efficacité, mais justement, c'est lié à ça. C'est que si je procrastine, je sais qu'il y a deux choses. C'est que c'est pas si important que ça pour l'instant et que c'est pas urgent. Donc, je me permets de procrastiner. Par contre, si le truc est vraiment important, là, il y a un enjeu, et qu'en plus, il y a cette notion de deadline et qu'il faut que ça soit fait, je peux te garantir que là, tu vas te mettre au travail, tu n'auras pas le choix. Tu vas pas trouver les excuses et tout. Donc, je pense que si on procrastine, c'est qu'on n'a pas encore trouvé une tâche ou des choses assez importantes et assez urgentes pour devoir les faire. Et puis derrière, après, c'est une question de ce qu'on appelle la fameuse discipline. La discipline, qu'on le veuille ou non, dans tous les domaines de la vie, tout ce qui est lié à de la persévérance, à du dépassement, à de la création, dans tous les domaines artistiques, business, etc., il va falloir avoir cette discipline. Et la discipline, ça se travaille au quotidien. C'est-à-dire arriver à installer des routines, à respecter ses priorités, à se fixer des objectifs, à les atteindre. Et ça, c'est un travail de tous les jours. Et je suis pas en train de dire la discipline, ça va forcément être lié à des contraintes. Mais encore une fois, si on revient sur soi, c'est réussir à se dire, ben, je sais, je connais les conséquences si je fais quelque chose ou si je connais les conséquences si je ne fais rien. Donc réussir à se discipliner par rapport à cette notion, encore une fois, de à quel point ce qu'on fait est important pour nous. Et du moment qu'on sait pourquoi c'est important, on en revient encore au sens, au pourquoi. Ben, la procrastination, un, on la vit mieux parce qu'on va toujours procrastiner. Et deux, on va plus procrastiner sur les choses où c'est ultra important pour nous. Et quand on arrive à intégrer ça, ben, je pense qu'on arrive déjà à mieux dompter la procrastination, à mieux la comprendre, que c'est pas qu'un truc hyper négatif, c'est humain de repousser, etc. Mais la question, c'est à quel point, en fait, le fait de repousser peut avoir des conséquences négatives sur notre vie, que ce soit au niveau de la santé, si on procrastine sur le sport, etc., sur notre business, sur nos résultats, et donc d'être au clair en fait sur ça. Je trouve que c'est hyper important ce que tu disais au début sur la deadline, en fait. Je compare très Ouais. souvent le sport au milieu de l'entrepreneuriat. Il y a énormément de parallèles pour moi à trouver. Et je Mm. raconte souvent mon histoire quand l'année dernière, j'ai préparé un Ironman, qui est l'un des triathlons, une longue épreuve de triathlon. Et c'est vrai que c'est exactement comme quand tu révisais tes examens au dernier moment. Plus la date approche, finalement, plus tu intensifies ton entraînement parce que tu commences à te dire, merde, mais finalement, c'est dans 2 mois l'épreuve. Ah, c'est dans un mois. Et donc là, tu as cette date butoir finalement Tout à qui te fait. rapproche et qui te met en fait du stress positif finalement parce que tu as envie Ouais. d'être prêt le jour J, quoi. Donc, tu inviterais finalement toi à te mettre des deadlines dans son business en fait, des grosses deadlines dans son Clairement. business. En fait, soit on se les met, soit de toute façon les clients ou le marché vont nous les mettre. Mais je pense on peut pas évoluer sans avoir une. En fait, il y en a beaucoup qui aiment parler de vision long terme. Moi, j'ai un peu du mal. Moi, je fonctionne avec des objectifs en fait à 90 jours. Je fais toujours des visions à 90 jours. Je peux travailler, par exemple, là, on est en transition vers la nouvelle année. Ben, je vais travailler sur ma vision de l'année. Mais je n'aurai pas un plan ultra détaillé jusqu'au 31 décembre de la fin de cette année, enfin de l'année prochaine. Mais par contre, je sais exactement ce que je dois faire dans les 90 prochains jours. Même si j'ai une vision globale, je sais que j'ai une vision aussi très court terme. Et en fait, c'est important de se mettre des deadlines, même à court terme, de se dire, bon, tel moment, je dois avoir accompli ça, tel moment, je dois avoir accompli ça. Et c'est comme ça qu'on arrive en fait à aussi se discipliner. Et je suis convaincu qu'en termes de business, si on arrive à avoir ce focus sur un objectif à la fois avec une deadline, on avance beaucoup plus vite. Merci beaucoup, Johan, pour toutes ces pépites partagées au cours de l'interview. Je sais qu'on est un petit peu pressé par le temps. Est-ce que tu peux nous parler de tes prochains projets justement pour les prochains 90 jours? Est-ce qu'il y a je sais pas, le projet là qui te tient à cœur sur les prochains 90 jours? Sur les prochains 90 jours, ben, en fait, c'est un projet d'accompagnement et d'immersion où je prends 7 entrepreneurs et je les accompagne sur l'année pour les faire décoller en présentiel. Et ce projet, si on va sur la façon plus globale, s'intègre dans mon nouveau tournant où
Je sais que bon, j'ai beaucoup travaillé sur l'automatisation, sur mon business, etc. en ligne, mais là, je reviens beaucoup sur le présentiel, sur le contact direct. J'ai envie de travailler avec les gens en les voyant en fait, parce que comme je disais, au bout d'un moment, on se lasse. Je me lassais un peu d'être derrière l'écran, et là, c'est mon projet principal, c'est d'organiser des événements plus souvent. J'ai fait une tournée là il y a quelques mois qui a été géniale, une tournée de conférences, et ça va être vraiment mon focus pour cette nouvelle année, même ces 90 jours. Le présentiel, le contact direct, et puis des petits projets qui vont arriver par la suite dont je vais parler après. Et c'est ça le gros focus, c'est le présentiel. Super. Merci à toi. Un grand merci pour cette interview. Et puis, je mettrai les liens, notamment pour retrouver l'Académie des Game Entrepreneurs en dessous l'interview. Merci à toi, Merci à Johan, et toi. à très bientôt. À bientôt.